Alors, bienvenue à tous pour ce question-réponse qui est maintenant devenue une tradition du Club d'investisseurs immobiliers les lundis midi. Mon Dieu, pardon, ma gorge de dos a mal passé juste avant d'entrer en onde. Voilà, donc on est très content de vous retrouver encore pour le troisième de cette année. Et on a l'immense honneur d'avoir avec nous Monsieur Powell, Dave Powell, coach et formateur au Club d'investisseurs immobiliers. Dave, comment ça va? Salut JP, bienvenue à tous. Merci de l'accueil. Bien hâte de vous parler aujourd'hui et répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. Juste une petite introduction sur ma part. Coach depuis 2017 au Club immobilier, investisseur actif. Je me suis spécialisé dans les flips et maintenant aussi dans la construction de multilogements d'immeubles à revenus. Donc, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous là-dessus aujourd'hui. Incroyable, Dave, qui a commencé l'investissement immobilier en même temps que moi, mais mon Dieu, qu'il est une machine, cet homme. Donc, très content, évidemment, de répondre à vos questions, comme on l'a dit. Ce midi, on va faire plusieurs tirages. Je vous en informe dans quelques instants. Je vais plutôt y aller pour une première question pour commencer. Et ensuite, je vous dis ce qu'on va faire tirer. Donc, on change un peu la formule aujourd'hui. Donc, la première question, et en même temps, Dave, tu peux regarder pour te préparer pour une deuxième, si jamais tu veux aller répondre. Donc, c'était une question de Maxime, que signifie le rendement annuel de l'immeuble, ainsi que celui de la mise de fonds. Donc, c'était une question qu'on a reçue sur Pose ta question. On le rappelle, si jamais vous avez une question en cours de semaine, vous allez sur le site du club, c'est assez évident. Vous cliquez, vous posez la question, on le reçoit par courriel et on répond dans les questions-réponses. Donc, que signifie le rendement annuel d'un immeuble et celui de la mise de fonds? Bien, dans un immeuble à revenus, évidemment, il y a trois rendements différents. Donc, il y a le rendement sur la mise de fonds, vous avez le rendement sur la capitalisation de l'hypothèque et le rendement sur la plus-value. Évidemment, il y a l'équité à l'achat, donc l'équité instantanée qui est calculée. Mais on va aller calculer en fait ce qu'on appelle le taux de rendement interne sur un bâtiment, qui est en fait le cumulatif des trois. Donc, on regarde le bâtiment, il donne quelle liquidité. Donc, le cash flow qui est donné par année. Ensuite, la capitalisation, donc la partie en capital qu'on rembourse sur le prêt, évidemment, qui nous revient. Et la plus-value, celle-là est un peu plus approximative, évidemment, parce que les deux premières, on peut la calculer de façon assez standard. Mais la dernière, en fait, la plus-value, est un peu plus, évidemment, un peu plus difficile à prédire. Par contre, l'immobilier prend 3% par année depuis 1986. Donc, on peut estimer environ 3% par année là-dessus. Donc, on vient calculer ce rendement-là. Puis, évidemment, le rendement, il est calculé sur la mise de fonds qu'on met. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on calcule le rendement d'un immeuble maxime. Donc, vous allez voir, après avoir additionné ces rendements-là, en immobilier, on parle environ de 30% de rendement généralement. Ce n'est pas tellement difficile d'aller chercher ce genre de rendement-là. Donc, très, très payant. Dave, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder une question qui te plaisait. Oui, il y a Félix Ferrada à 12h02 qui pose la question « Quelle serait la meilleure stratégie de financement pour des flips lorsqu'on ne possède pas de garantie collatérale? Notre partenariat dispose de 120 000. Serait-il préférable d'obtenir un financement conventionnel personnel étant donné qu'un prêteur privé voudrait sûrement une garantie? » Donc, Félix, dans votre situation, il faut toujours garder en tête que les banques conventionnelles peuvent offrir des prêts rénovation. C'est des prêts qui vont être excellents pour faire des flips immobiliers parce qu'ils vont venir financer le montant de vos travaux. Donc, avec votre mise de fonds de 120 000, vous pourriez venir financer la mise de fonds de votre achat plus les travaux. Et là, ils viendraient vous qualifier au niveau personnel. Et vous savez, il y a certaines banques en plus qui acceptent de mettre le flip au nom de la société, donc la compagnie. Donc là, vous seriez protégé d'autant plus en étant dans une corporation que d'être à votre niveau personnel. Fait que là, les banques qui font ça, généralement, c'est CIBC, BMO, puis de mémoire RBC et la Scotia aussi. Ouais. Donc, avec cette structure-là en place, ils vous qualifient vraiment au niveau personnel, mais ils acceptent de mettre le prêt au nom de la compagnie. Bien entendu, Félix, on ne dit pas à la banque d'emblée que ça va être un flip. Donc, on leur explique peut-être qu'on va rénover pour relouer ou autre. Donc, ça serait une bonne stratégie, je pense, que tu pourrais appliquer dans ta situation. Dave, je te relance tout de suite avec une question rapide ici.
c'est la question qu'on nous pose tout le temps, en fait, surtout pour les flips. Je pense pas que ça va être très difficile pour toi de répondre à celle-là. C'est la question typique. Je pense que si on avait un top des questions, ce serait celle-là. Francis, est-ce qu'on a besoin d'une licence RBQ pour faire des flips? Oui, on a besoin d'une licence RBQ pour faire des flips parce que je vais vous expliquer l'analogie, c'est que si vous êtes un promoteur immobilier qui vendait de la maison neuve, on s'entend, il a besoin de sa licence RBQ. Donc là, quand on tombe dans un projet de rénovation de flip, qu'on vient complètement tout rénover l'immeuble, le remettre aux normes et tout, pourquoi qu'on n'aurait pas besoin de la RBQ? Bien, la loi prévoit ça. Donc, oui, on a besoin de la licence RBQ parce que c'est une activité à but lucratif, c'est une activité commerciale et c'est pour faire des sous et des dollars. Fait que la loi, comment elle est montée, c'est que tu fasses de la maison neuve ou que tu rénoves des vieilles maisons, tu as besoin de ta licence RBQ, tu es considéré comme un promoteur immobilier. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir sa licence quand on fait des flips rénovation. D'autant plus que le détenteur, le propriétaire de l'immeuble doit avoir sa licence et lui peut engager d'autres sous-traitants ou d'autres entrepreneurs généraux spécialisés. Mais c'est à l'inverse que si c'est notre résidence principale, là, nous, on peut engager directement un entrepreneur général sans nous obtenir notre licence RBQ. Mais ça, c'est seulement dans les cas de résidence principale personnelle. Donc, parce que ce n'est pas à but lucratif. Donc, dès que c'est à but lucratif, oui, il faut une licence RBQ dès qu'on fait des travaux. Dave, justement, on en parlait hein, des flips puis du livre de flip. On a quelques personnes qu'on connaît bien, Luigi, Frank Cesana aussi qui nous disent bonjour. Justement, Frank, pour faire une liaison, qui disait que ça donnait le goût de relire le livre de flip. Donc, toujours dans les QER, en plus d'être gratuit, vous courez la chance de gagner quelque chose. Donc, vous êtes doublement gagnant dans les QER du club. Donc, aujourd'hui, on fait tirer pour le live, on fait tirer le livre des flips de Yvan Cournoyer, la nouvelle édition améliorée, dans laquelle il y a certains témoignages qui ont été rajoutés. Donc, on fait tirer ce merveilleux livre de, mon Dieu, c'est une brique de, je ne sais pas combien de pages, mais il y en a plusieurs. Donc, on fait tirer ça. On fait tirer également la formation sur les flips le 11 mars. Et on a un certificat cadeau également de 50 $. Donc, il faut partager et commenter le fait que vous ayez partagé. Donc, bonne chance à vous à ce niveau-là. Ensuite, j'avais une autre question qui va amener un bon débat, Dave, parce que je sais que tu as fait du flip et du long terme. J'abuse de ton temps aujourd'hui, j'aime ça. En même temps, on va pouvoir rentrer dans un débat au niveau de qu'est-ce qui était le meilleur entre le flip et l'investissement long terme. Je recherche la question en même temps, mais je vais te le lancer. C'était principalement l'essence de la question. Donc, par quoi commencer, du flip ou garder des immeubles à long terme selon toi, Dave? Bien, ça, c'est une question classique, en effet, qu'on entend souvent. Pour ma part, moi, j'ai préféré faire les deux. Donc, c'est une solution hybride. Donc, on fait du flip pour générer des capitaux immédiatement parce que le flip reste que c'est la seule méthode pour faire de l'argent rapidement en immobilier. Donc, une fois que tu as créé des capitaux, de la nouvelle argent, tu peux prendre cet argent-là et l'investir dans des immeubles à revenus. Donc, je ne pense pas qu'il y a un moyen qui est exclusif à prioriser juste l'accumulation ou juste les flips. Moi, je trouve que de combiner les deux, c'est une excellente méthode parce que vous allez me dire, si vous faites juste de l'accumulation et vous croisez un bel immeuble à flipper qui a un excellent profit à faire, pourquoi vous passerez à côté de l'occasion? Et à l'inverse aussi, si vous avez généré des capitaux à travers vos flips et là, vous voyez un immeuble à revenus pour venir placer votre argent, je ne vois pas pourquoi ça serait mauvais. Donc, un hybride des deux solutions, je pense que c'est la meilleure route. Il y en a qui se concentrent plus d'un côté et certains de l'autre. C'est correct aussi. Chacun va aussi préférer... tu sais, quand tu flippes, on vient certainement créer de la valeur puis changer la vocation des immeubles. Donc, on fait du design, on change les espaces, on crée des espaces de vie qui sont très intéressants. Versus quand c'est de l'accumulation, des fois, c'est plus standard, c'est rénover des logements, puis c'est pas nécessairement des logements qu'on va habiter, donc on se sent moins interpellé. Mais clairement, les deux solutions sont bonnes, puis il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller pour ma part, c'était de faire un peu des deux, puis de mixer les deux véhicules ensemble. Toi, JP, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça va aller mieux si je suis pas sur mute. Entièrement d'accord avec toi, Dave.
ce que je conseillerais, moi, pour les gens qui se lancent, tout ce que tu as dit, évidemment, c'est vrai, mais d'essayer de se lancer dans une seule branche. Hein. Des fois, les gens, ils partent en immobilier, puis là, ils partent des deux côtés. Bien que ça soit de l'immobilier dans les deux cas, c'est quand même de l'immobilier qui est un peu différent. L'équipe va être différente, votre courtier hypothécaire va être différent. Peut-être votre entrepreneur aussi en rénovation va être différent parce qu'on s'entend que la rénovation qu'on fait dans un petit multilogement n'est pas tout à fait la même là, que quand on fait un flip de luxe, par exemple. Donc, oui, c'est de l'immobilier, mais ça reste quand même que c'est différent. Puis quand on commence en immobilier, bien souvent, la première transaction, c'est évidemment la plus difficile. Donc, si on regarde les deux choses, bien là, on risque de se perdre. Donc, essayer de faire le focus sur une seule. Donc, en plus, c'est un live de barbu, hein? Je viens de voir ça, là. Donc, c'est un live. Tu terminais ton livre hier, JP, puis il y a quelque chose qui m'a marqué, puis si je peux le partager ici, c'était que souvent, quand on fait de la rétrospection sur notre carrière d'investisseur, on dit si j'avais su, j'aurais commencé plus gros souvent. Puis dans le livre, vous aviez bien écrit ça, mais vous avez dit en effet, si on repose la question à tout le monde voudrait recommencer plus gros au début, mais au début, il faut faire ses dents sur des plus petits projets. On ne peut pas passer de la première année à la 6e année d'un coup. C'est comme ça que vous disiez dans le livre, puis je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai que faut s'adapter, il faut apprendre à faire de l'immobilier. Et si on commence tout de suite avec des gros projets, ça peut faire mal si on n'a pas les compétences et les connaissances. Donc, tellement vrai. Il faut apprendre. En fait, il faut faire des erreurs. Il faut faire des erreurs, il faut apprendre dans tout ça. Puis des erreurs sur un petit bungalow, ça coûte moins cher que des erreurs sur des plus gros buildings. Fait qu'effectivement, très bon point. Ouais, c'est ça, le comparatif, c'était les gens, si on demande aux gens de primaire de 6e année, c'était quoi leur conseil? Ben, de commencer tout de suite par la 6e année, puis pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que c'est ça, effectivement. Je vais te donner. Annie-Pierre, je pense qu'on n'a pas répondu. Oui, c'est Annie-Pierre qu'on vient de répondre à ça. Là, je vais te donner une toute petite pause. Je vais répondre à Mohamed ici. Donc, je vais te laisser le temps de regarder tes questions pour savoir laquelle qui te tentait. Puis en passant, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions non plus. Donc, allez-y. Vous avez la chance d'avoir un spécialiste flip, un spécialiste construction, en plus qui commence ses constructions au béton. Là, c'est relativement assez rare dans le domaine de l'immobilier avec Dave. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous rappelle toujours que si vous partagez le live, on a un livre à faire tirer, un certificat de 50 $ et la formation du 11 mars sur les flips. Donc, la question de Mohamed ici. Donc, pourquoi la banque utilise la valeur économique et la valeur marchande? C'est le bonheur qu'on a au club d'avoir eu le fondateur Jacques Lépine qui a passé à travers différents stades de l'immobilier. Donc, il investit depuis 1985 ou 83. Je ne me souviens plus exactement la date, mais bref, dans les années 80. Et justement, ça n'existait pas, les valeurs économiques, les valeurs marchandes à l'époque. Et qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a eu une chute de l'immobilier dans le début des années 90. Et tous les propriétaires commençaient à donner les clés aux banques. Donc, évidemment, pour ne pas que cela arrive, les banques se sont dotées de différents mécanismes de protection sur les rendements des bâtiments et non pas juste sur les valeurs marchandes. Donc, ils ont introduit ce qu'on appelle maintenant le ratio de couverture de dette ou le coefficient de couverture de dette qui s'assure qu'on ait assez de liquidité pour faire les paiements hypothécaires. Donc, c'est une protection. Ils ont également introduit le TGA de financement et donc, avec ces deux mécanismes-là, ils ont créé ce qu'on appelle la valeur économique. Donc, rappelez-vous ça, la banque prête toujours le plus bas des 4 lors d'un achat. Donc, la banque toujours le plus bas, malheureusement, c'est pas le plus haut. Donc, ils vont prêter 75 % en conventionnel ou 85 % SCHL de la valeur marchande, 75 % ou 85 % de la valeur économique calculée avec le CCD. Ils vont prêter 75 ou 85 % de la valeur économique basée sur le TGA de financement. Et finalement, ils vont prêter entre 75 et 85 % du prix payé. Donc, toutes ces conditions-là sont à l'achat. Au refinancement, toutes les conditions tiennent à l'exception du prix payé. Donc, si vous attendez suffisamment longtemps après votre achat. Donc, c'est pour ça que les banques font ça, pour éviter que lors d'une crise économique ou quelque chose, qu'on aille à remettre les clés à la banque. À date, ça va bien. C'est sûr que ça n'a pas été tellement une crise pour l'immobilier, mais au niveau des reprises, il n'y a eu pratiquement rien là, au niveau des
immeubles à revenus. Donc, c'est un peu frustrant, ça fait baisser les financements, ça augmente les mises de fonds, mais ça protège le système bancaire qui est beaucoup plus solide, évidemment, au Canada qu'aux États-Unis. Donc, moins cowboy, plus sécure, plus stable. Voilà. Ce qui fait qu'on a des taux d'intérêt aussi plus bas qu'aux États-Unis. Dave, est-ce que tu avais une question qui t'intéressait? Oui, j'en ai un classique. José Carlos à 12h09. Yes. Demande si on loue pendant 1 an ou 2, est-ce toujours considéré comme un flip? À partir de combien de temps on considère que c'est un flip? Je suppose, José, c'est pour si tu habites la propriété, là, je suppose. Donc, ça, c'est souvent un mythe en immobilier. On se dit, après 1 an, on ne paye plus d'impôts si c'est notre résidence principale. C'est pas vrai. En fait, ce que Revenu Québec et Revenu Canada regardent, c'est votre intention. Donc, au départ, au moment de l'acquisition, est-ce que votre intention, c'était d'en faire un flip? Si oui, même si ça prend plus qu'1 an, si ça prend moins d'1 an, l'impôt serait applicable. Donc, ils peuvent venir vraiment identifier si votre intention était réellement de le revendre à profit ou pas. Puis là, je vous invite à vous mettre en garde. C'est sûr qu'on laisse des traces quand on fait un flip. Donc, si c'est un immeuble que vous dites que vous allez habiter et vous ne faites pas vos changements d'adresse, vous ne vous abonnez pas à Hydro, vous ne vous abonnez pas au câble, Internet et tout, c'est tous des signes qui portent à croire que vous n'avez pas réellement habité l'immeuble. Donc, soyez prudents là-dessus. Il n'y a pas de règle de durée de temps pour être exonéré de l'impôt pour une résidence personnelle. C'est vraiment l'intention qui va venir justifier si oui ou non vous êtes exonéré pour l'impôt. Yes, et là, on commence à s'animer. C'est le fun, on a beaucoup, Dave, tu as attiré beaucoup de personnes évidemment qu'on connaît. Donc, on les salue tous. On ne peut pas tous vous saluer en ondes, mais évidemment, merci. On est toujours content quand vous nous écrivez un petit commentaire que vous nous écoutez. Il y avait effectivement, j'aimais bien le commentaire de Judith ici qui disait des erreurs ou des apprentissages. Effectivement, quand on parle d'erreurs, quand on apprend, c'est ça, c'est seulement une erreur si, évidemment, on n'apprend pas comment ne pas la refaire. Il y avait des questions intéressantes. Flip de maison, est-ce que c'est plus facile, Dave, pour Éric? Là, je sais qu'on parlait du registre foncier, mais on va y aller plus général. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de trouver des flips de maison ou des flips de multilogement? Parce que je sais que tu as fait les deux. Bien, ça dépend, je te dirais. Tu sais, si on va à la base de l'immobilier, on a ce qu'on appelle une pyramide selon l'inventaire et le nombre de bassins d'acheteurs disponibles. OK? Donc, au bas de la pyramide, on a tout ce qui est maison, condo. Puis ensuite, plus qu'on grandit dans la pyramide, on a tous les immeubles. Donc, on comprendrait que sur le marché, il y a beaucoup plus de maisons et de condos que d'immeubles à revenus. On s'entend là-dessus. C'est juste statistiquement, à moins qu'il y ait une ville d'immeubles à revenus, c'est plus rare. Mais donc, si on a plus de maisons et de condos, on a généralement plus de bennes parce que c'est une question de chiffres et de statistiques. OK? Moi, je trouve que peut-être dans le flip de maison et de condo, tu vas trouver plus de vendeurs motivés généralement parce que les gens, s'ils sont en défaut ou problèmes financiers ou problèmes personnels, ils doivent se débarrasser de leur immeuble. Versus un immeuble à revenus, s'il est en défaut de paiement, ben, il reçoit quand même ses loyers qui peuvent l'aider à couvrir ses dépenses. Tu sais. Il y a quand même une source de revenus. Donc, la motivation n'est pas la même quand tu dois te départir d'un immeuble à revenus que si tu dois te départir de ta maison pour des raisons financières ou personnelles. OK? Parce qu'il y en a qui pourraient juste conserver l'immeuble à revenus. Souvent, il y a des vieux propriétaires qui ont des immeubles qui sont payés entièrement. Donc, ils font entièrement leurs frais. Donc, le vendre à rabais serait peut-être pas nécessairement intéressant versus le garder sur le long terme. Quand, à l'inverse, une maison, condo, si tu es en difficulté, ben peut-être tu vas vouloir liquider ton actif immobilier là. Donc, ça serait ma perception de la chose. Je t'utilise encore, Dave, parce qu'évidemment, on a la chance d'avoir un expert en flip. Mon Dieu, abus de langage. Il y avait une question plutôt. Claude Leblanc, un exemple de flop fréquent, parce que je pense que tu animes un peu aussi un programme de flip particulier au club, peut-être en glisser-mots, en même temps que répondre à la question. Le classique de flop fréquent, je dirais, c'est vraiment de mal à acheter l'immeuble. Donc, si on paye trop cher l'immeuble au départ, quoi qu'on fasse avec l'immeuble, donc si on le rénove plus ou moins, on ne pourra jamais venir changer notre prix de revente. Okay? Parce que l'équation du flip, c'est simple, c'est l'achat plus les rénaux moins la revente. C'est sûr qu'il y a un peu plus de détails dans tout ça là, pour venir
chercher les frais d'acquisition, les frais de possession et tout pour établir exactement notre coût de projet. Mais au final, tout se repose sur si on a acheté l'immeuble au bon prix pour faire la bonne revente. Okay? C'est sûr que les travaux peuvent toujours coûter plus cher. Généralement, ils coûtent toujours plus cher. Donc, on se prévoit généralement un budget de contingence pour ça. Mais si on a acheté l'immeuble vraiment trop cher au départ, c'est dur de se rattraper par la suite. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont garder l'immeuble plus longtemps puis vont attendre que le marché monte pour que la propriété prenne de la valeur et là, ensuite, ils vont pouvoir revendre à profit. Donc, l'erreur la plus fréquente, c'est d'acheter au mauvais prix. Effectivement, bon point, bon point. Je vais te donner une toute petite pause. Je vais répondre à celle de Cédric. Là, ça commence à s'animer un peu plus. Donc, Dave, je te laisse en choisir une. Mais en fait, avant de passer à ma question, il y avait, je t'avais glissé le mot du programme de le forfait Flip. Est-ce que tu veux juste en glisser un mot rapide? Oui, donc le programme de forfait Flip, c'est un programme sur le terrain où ce qu'on va en profondeur aussi sur du flip, pas juste la théorie, mais du pratique aussi. Donc, des visites des lieux, des inspections. Vous pouvez trouver les informations. C'est exclusif, par contre, aux gradués, au coaching du mentorat, parce que la raison est simple, c'est qu'on a besoin que les investisseurs aient un minimum de connaissances et de compétences avant d'embarquer dans ce programme-là, qui est un programme qu'on pourrait dire avancé expert. Là. Donc, on a eu notre première cohorte qui a donné des très bons résultats. On va dans le détail de comment gérer ses entrepreneurs, comment gérer ses travaux, comment gérer son équipe de rêve. Donc, on vient chercher tous les aspects potentiels du flip, de l'achat jusqu'à la revente, et on va vraiment dans le détail. Puis, on ajoute un côté pratique. Donc, c'est pas juste de la théorie, parce qu'on sait la théorie, si on n'applique pas les concepts, on ne se permet pas que la théorie soit bien ancrée en nous. Là. Donc, en pratiquant, c'est ça, ça vient renforcer les concepts et on devient meilleur. Donc, c'est quelque chose qu'on offre, qui est un programme avancé, mais très bien apprécié à date pour la première cohorte. On va lancer une deuxième cohorte environ en février, donc vous pouvez rester à l'affût. Magnifique. Merci, Dave. Cédric Leblanc qui parlait de l'AMF et les investisseurs. OK, question délicate. OK, donc, en passant, on n'est pas avocat. Donc, je vous donne des grandes lignes, mais quand vous faites affaire avec des investisseurs dans vos projets, allez consulter un avocat. OK? Donc, l'avertissement est donné. Au niveau, tu n'as pas nécessairement besoin d'enregistrer tes investisseurs avec l'AMF. On n'a pas le droit de faire la première chose qu'on n'a pas le droit de faire, en fait, c'est de l'appel public à l'épargne. Exemple, on serait dans un live Facebook comme ça, je dirais « Hey, pour tel projet, j'aimerais ça me chercher des investisseurs. » Je tombe dans l'illégalité parce que je fais un appel public à l'épargne. Quand on fait ça, on a besoin d'avoir un prospectus d'investissement, ce qui évidemment qu'on ne fera pas pour chaque bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des investisseurs parfois qui sont qualifiés. Vous irez chercher les termes qualifiés. Là. Il y a plusieurs critères. Mais généralement, celui qui est atteint, c'est 1 million en liquidité, donc 1 million d'actifs, donc c'est un investisseur qui est qualifié. Ou sinon, généralement, on peut trouver une condition dans laquelle on va avoir un investisseur qui se joint avec nous au projet et on va être capable de signer une dispensation de prospectus, voilà, qui s'appelle le 45-106. Donc, allez voir votre avocat, consultez ça, mais non, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'enregistrer les investisseurs à l'AMF. Puis une exemption qui est la plus souvent utilisée également là, pour le 45-106, en fait, c'est que c'est un ami proche. Donc, quand c'est la famille et un ami proche que vous connaissez, vous avez le droit de faire affaire ensemble comme ça. Donc, allez voir. Encore une fois, on n'est pas avocat, on n'est pas spécialisé là-dedans. OK? Donc, quand vous faites affaire avec des investisseurs, assurez-vous avec l'avocat que vous êtes protégé au niveau de l'AMF. Mais je vous dis, les règles de base, généralement, amitié très proche, donc des gens que vous connaissez depuis longtemps, famille, c'est exempté. Et également, investisseurs qualifiés qui ont 1 million de dollars et plus en liquidité vont être qualifiés. Donc, ça vous donne un peu un indice au niveau de l'investisseur à ce niveau-là. Hey, on a passé 200 personnes en passant, Dave. Super. Ouais. Yes. Une bonne question de Patrice à midi 15. Patrice, yes. Que signifie un cautionnement de licence RBQ pour entrepreneur général? Doit-on avoir le 40 000 en permanence dans une Inc. ou si on passe la licence RBQ? Donc, comment ça fonctionne? C'est que la licence RBQ, il demande justement qu'on ait un cautionnement en cas de plainte, en cas de déficience, en cas que vous faites des malfaçons, des vices de construction. Donc, ça, il y a deux manières de réaliser cette condition-là auprès de la RBQ. C'est soit d'avoir une assurance de cautionnement
qui va fournir le 40 000 s'il y a une réclamation. Donc, nous, un peu comme les assurances traditionnelles, on va payer un montant annuel et on n'aura pas à fournir le 40 000 en permanence. Okay? Sinon, il y a toujours l'option de payer le 40 000 en permanence qui va être dans les coffres de la RBQ. Et pendant ce temps-là, ben, c'est sûr qu'on ne touche pas à cet argent-là. On n'y a pas droit, mais le plus avantageux, ça serait juste simplement d'aller chercher l'assurance de cautionnement. C'est environ 500 à 600 $ par année. Donc, on s'entend que c'est beaucoup plus avantageux que de verser nos propres sous à la RBQ. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour protéger le public qui font ça. Donc, avant tout, ils ne veulent pas que n'importe qui se lance avec une licence à RBQ fasse des vices de construction, des déficiences et des erreurs graves qui pourraient coûter cher à un particulier. Quelques questions générales, là, sans en mettre une directement à l'écran, avec questions de général à savoir, Dave, les vendeurs motivés, c'est une question classique, puis ça peut être une discussion aussi. Où est-ce que la source des deals? Les gens posent souvent la question. Enfin, vas-y, je t'écoute un peu comment tu fais ta prospection, puis on pourra discuter, voir. La source des deals, si je peux me permettre, celle que je préfère, puis là, peut-être, JP, tu pourras renchérir de la tienne, c'est que pour du flip immobilier, moi, j'ai trouvé que quand tu faisais du hors marché, donc ça, c'est de la prospection pour des immeubles qui sont en vente, pas sur le réseau de courtier ou MLS, Centris, ainsi de suite. Quand tu fais du hors marché, tu as souvent deux difficultés, OK? La première, c'est que tu dois convaincre le propriétaire d'immeuble à vendre ton immeuble parce qu'on s'entend, il n'est pas à vendre. Donc, tu sollicites pour vendre ton immeuble. Ça, c'est une première obstacle. Souvent, les gens, 75% du temps, ils ne veulent pas nécessairement vendre leur immeuble, donc ils ne sont pas intéressés. La deuxième obstacle, quand tu fais du hors marché, c'est que tu dois leur convaincre, tu leur as convaincu de vendre ton immeuble, ensuite, tu dois les convaincre de te vendre au prix que toi, tu trouves intéressant, qui est souvent un prix pour toi qui est intéressant, mais pour eux qui n'est pas intéressant parce que vous voulez faire votre profit à l'achat. Donc, vous avez deux obstacles majeurs, OK, à contrer. Quand vous allez sur le réseau MLS, sur le marché, puis vous cherchez un flip, vous avez juste un obstacle parce qu'ils sont déjà vendeurs, ils sont déjà affichés comme en vente. Donc, vous avez juste à les convaincre de payer de vous vendre au bon prix qui vous intéresse. Donc, comment on pourrait trouver des vendeurs motivés sur MLS et sur Centris? C'est qu'on va chercher des immeubles que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, qui traînent. Donc, 6 mois et plus, que personne n'a vu le potentiel, que personne n'a eu la vision qui pourrait retransformer l'immeuble d'une autre manière pour en faire un beau projet. Puis, toutes mes belles transactions que j'ai faites, c'était souvent ça. C'était des immeubles qui étaient boudés par le marché, mais que personne n'avait vu qu'est-ce qu'on pouvait en faire réellement avec ces immeubles-là. Et c'est là que vous allez avoir des vendeurs motivés qui vont vouloir vendre leur immeuble parce que vous allez être les seuls intéressés. Contrairement à ce que les investisseurs font de nos jours, c'est on regarde tous les nouveaux listings qui sortent et là, tout le monde se rue sur la même propriété et ça crée de la surenchère et là, on ne paye pas le bon prix et là, on fait un flop. Donc, on fait l'inverse, on va chercher où ce que les autres ne cherchent pas. On cherche des listings qui sont expirés, des listings qui sont âgés. Ça va nous aider à trouver des vendeurs motivés. Ça, c'est ma source que je trouve qui est la plus efficace. Donc, excellent point. Tout le monde se lance toujours sur le nouveau. Les gens disent il faut qu'on réponde aux offres d'achat à l'intérieur de 12 jours. La personne que ça fait 6 mois que sa maison est à vendre, là, qui a quitté pour la Floride, là, puis qui attend pour la vendre, là, vous savez pas, c'est des prix demandés, c'est des prix affichés. Puis ça me fait toujours rire. Quand on parle de surenchère, là, ça me fait toujours rire parce qu'en réalité, la surenchère, c'est basé sur un prix qui a été listé. Donc, ça a été un prix qui a été comme envoyé comme ça. C'est facile, là. N'importe quelle maison, dans n'importe quel marché, je peux faire de la surenchère. Si tu mets ta maison ou ton bloc appartement 25% en bas du prix du marché, tu vas finir en surenchère par rapport au prix demandé. Donc, la surenchère, en fait, c'est que les prix sont sous-pricés, donc sont en dessous de la valeur, et un immeuble qui a été pricé correctement ou peut-être un peu overpriced, comme tu disais, Dave, il va passer sous le radar, il va passer, puis là, tout le monde s'attend toujours au nouveau listing, personne ne regarde les vieux listings, et donc le vieux listing est là, est en train de pourrir parce que tout le monde attend la nouvelle opportunité. Il demande trop cher. Avez-vous fait une offre d'achat? Avez-vous fait un tir au but? Avez-vous essayé de scorer? Si vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir c'était quoi la motivation du vendeur derrière. Fait que très bon point. Et je rajouterais aussi, on a eu Jean-Pierre Dussault la semaine dernière dans toute sa sagesse. Et il fait tellement de belles comparaisons parce qu'on nous demande souvent ça. C'est quoi hors marché, faites-ci, faites ça. Okay. Si vous étiez célibataire, que vous cherchiez un conjoint, une conjointe, là, okay, est-ce que vous chercheriez seulement dans un bar ou vous cherchez peut-être dans plusieurs bars, dans différentes applications de rencontres? Comme
c'est toutes des bonnes réponses. Donc, ils sont tous bonnes. Toutes les méthodes de prospection là, sont bonnes. Puis je pense que le comparatif avec conjoint-conjoint est parfait. Vous cherchez partout et quand la bonne opportunité va arriver, que ce soit par n'importe quel moyen, vous allez sauter dessus. Voilà. J'adore l'analogie. C'est parfait. Là. C'est Jean-Pierre. Je n'ai aucun crédit. Merci Jean-Pierre de toute ta sagesse. C'est excellent comme analogie. Donc, ça vous fait comprendre qu'on cherche partout. Question pour toi, Dave. Martin Desmarais, je sais que tu regardais les questions, mais celle-là, elle était dans ma liste. Après, tu pourras en choisir une autre. Il y avait Martin qui disait mis à part le relooking d'un immeuble, corrigez-vous systématiquement tous les problèmes de l'immeuble qui ont été trouvés en inspection pré-achat? Généralement, oui, parce que tu vas te les faire négocier de toute façon à la revente. Donc, tu es mieux de fournir un clé en main, quitte à peut-être charger un peu plus cher, mais de tout corriger, parce que si ton inspecteur l'a attrapé, il y a des fortes chances que l'inspecteur du prochain acheteur l'attrape. Et s'il ne l'attrape pas, de toute façon, toi, tu dois le déclarer comme déficience ou comme vice, OK, pour t'en protéger, pour pas que l'acheteur ait des recours contre toi. Donc, dans tous les cas, ça ne sert à rien de laisser le problème aller. C'est mieux de le corriger d'emblée, là, tout à fait. Parfait, excellent. Est-ce que tu en avais une autre, Dave, qui t'appelait particulièrement? Oui, Laurie Villeneuve, 12h19. Donc, j'essaie de prendre les questions qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent bénéficier à tout le groupe. Là. Donc, celle-ci, ça dit, lorsque l'immeuble est mis en vente, offrez-vous une garantie légale ou puisque l'immeuble a été acheté sans garantie légale, vous revendez sans garantie. Là, pour je vais sûrement vous apprendre quelque chose, mais quand on est un professionnel de l'immobilier, au sens de la loi, on est obligé de revendre avec garantie légale. Donc, moindrement quelqu'un qui se forme en immobilier, qui fait plusieurs flips, doit toujours revendre avec garantie légale parce qu'il est considéré un professionnel de l'immobilier. Et encore là, la loi est faite pour protéger le public. Donc, on ne voudrait pas qu'on ait des gens qui sont mal intentionnés, qui mettent des flips, qui font des flips, qui mettent des immeubles en vente et que ces immeubles-là soient remplis de vices cachés, de vices de construction. Donc, même si tu achètes sans garantie légale au départ, tu es un professionnel, tu revends l'immeuble, tu dois fournir la garantie légale. OK? Donc là, comment on se protège contre ça? Pour donner un bonus à la question, c'est qu'on déclare au maximum toutes les déficiences qu'on a connaissance. Donc, ça vient faire un lien un peu avec la question de Martin tantôt. C'est que s'il y a quelque chose qu'on est conscient, qu'on n'a pas corrigé, qui est une déficience, qui pourrait être considérée comme un vice caché, on va venir le déclarer à l'acheteur pour qu'il soit avisé. Une fois qu'il est avisé, c'est plus considéré un vice caché, c'est simplement un vice. Et là, lui, en toute connaissance de cause, peut choisir de continuer à acheter l'immeuble ou pas. Donc, c'est un peu ça l'approche qu'on doit avoir en mode flip quand on fournit la garantie légale. Parfait, excellent. Dave, moi-même, j'étais gêné de te poser une question, donc j'ai écrit une question sur Pose ta question au nom de Jean-Philippe. non, blague à part, c'est un autre Jean-Philippe. Il posait la question, j'aimerais connaître le bon gain que je devrais avoir dans mes poches après impôt pour considérer que c'est un bon flip payant. Okay, donc ça, c'est une question souvent qu'on se fait poser. Donc, voilà. Ça, c'est une excellente question. Puis, il y a plusieurs facteurs à considérer, Jean-Philippe, là-dedans. C'est que les facteurs principaux, c'est combien de temps tu vas avoir à investir dans ton projet, combien d'argent tu vas avoir à mettre pour préparer le projet puis le faire. Donc, ta mise de fonds, tes frais de possession, les travaux, les frais de revente. Donc, ensuite, si tu vas me dire, si j'ai investi 500 heures dans le projet, tu t'attends à faire 20 000 $, c'est peut-être pas intéressant non plus, là, on s'entend. Donc, selon ton temps que tu investis, l'argent que tu investis, la rapidité du projet, si c'est un projet qui s'étire sur plusieurs mois, tu pourrais être plus ou moins gourmand sur ton profit. Si, à l'inverse, tu fais un petit flip rapide de revente de promesses d'achat ou un flip tel quel sans rénovation, que tu empoches un 10 000 de profit, que tu as juste investi 5 à 10 heures dedans, ben, c'est très acceptable, même si le profit est petit, mais en relativité à ton temps investi, il est excellent. À l'inverse, tu fais un méga projet qui va te prendre une année, que tu vas peut-être faire, je ne sais pas, 100, 150 000, mais que tu as travaillé à temps plein dans le projet, peut-être ça ne serait pas nécessairement intéressant. Fait que ça revient quand même une question personnelle, mais les questions à te poser, c'est quel temps j'ai à mettre dans le projet, quel montant dois-je investir
c'est quoi les risques du projet. Si c'est des risques en plus de poursuites élevées, peut-être à reconsidérer aussi que tu devrais avoir un meilleur retour parce que tu prends plus de risques sur ton projet. Okay? Donc, moi, j'aborde la question de cette manière-là. Souvent, les gens essaient d'avoir un minimum par transaction, mais ça va dépendre de tout le reste, du temps, de l'argent que vous investissez aussi dans la transaction. Ah, absolument. C'est du gros bon sens. Hein? Rendu là, c'est du gros bon sens. Quand vous placez votre argent, quand vous placez dans du portefeuille risqué, vous demandez un meilleur rendement. Quand vous placez dans des CPG à 100% garantie. Oh, Dave, tu as vu un petit bout stroboscope, hein? Ouais, dans le coin de Griffintown, il y avait un petit peu de stroboscope. Fait que c'est ça, c'est juste une question de gros bon sens. Donc, très, très bon point. Je réponds à une petite question, Dave, qui est une petite question rapide. Je te laisse regarder les autres questions. Les gens commencent à s'enflammer, donc c'est parfait. Les gens se sont déjeunés. Donc, voilà. Donc, je vais répondre juste à Christophe Langevin. Quel est le meilleur service pour vérifier les antécédents de vos locataires potentiels? Écoute, pour moi, cette question-là, c'est qu'on appelle ça un no-brainer là, en anglais. Là. Donc, on ne se pose même pas la question. Quand vous devenez propriétaire d'une unité locative, abonnez-vous au service, soit la Corpic ou l'APQ. C'est pas mal les deux qui restent. Là. En fait, il y a eu comme une centralisation de toutes les associations de propriétaires, voilà. Donc, ils se sont réunis. Et par exemple, avec la Corpic, moi, ce que j'aime avec cette organisation-là, c'est que c'est une organisme à but non lucratif. Donc, elle est là pour défendre nos intérêts des propriétaires. Donc, c'est elle qui va aller défendre les causes devant la régie, qui va évidemment être là au niveau du public là, quand il y a question du logement. Donc, on les a reçus quelques fois, évidemment, au club. Donc, on s'abonne à ces services-là et dans les services, il y a, par exemple, dans la Corpic, le service Proprio-Enquête, dans lequel tu choisis certaines options. Ils vont aller vérifier les antécédents au niveau du plumitif. Ils vont aller regarder les antécédents au niveau de la régie du logement. Également, ils vont aller vérifier le score du crédit. Donc, toujours faire une enquête quand vous rentrez des locataires dans vos logements. Vaut mieux avoir, c'est dur à dire, vaut mieux avoir un locataire, un logement vide plutôt, mon Dieu, j'ai de la misère à midi. Vaut mieux avoir un logement vide qu'un logement mal loué. Donc, toujours faire une enquête pour s'assurer qui rentre dans votre bâtiment parce qu'une fois que le bail est signé, vous le savez, ça devient difficile si j'ai un locataire problématique de le faire quitter le bâtiment. Dave, est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, j'ai Riri à 12h21 qui demande est-ce que c'est plus facile de faire un flip de condo quand on commence à cause du prix? Pour en avoir fait aussi de ce côté-là, je pense que le condo, ça peut être un marché très intéressant puis un marché niche à exploiter parce que, on s'entend qu'il n'y aura aucun travaux à l'extérieur à faire, ça va être juste purement de la rénovation intérieure. Donc, vous pouvez les faire à l'année longue sans que ça vous coûte trop de frais de conditions diverses. Si, exemple, ça serait une maison et là, vous devez refaire le revêtement extérieur et ainsi de suite. Donc, le flip de condo, encore là, il y a beaucoup d'inventaire et beaucoup de condos ont été construits dans les années 80 à 2000. Donc, beaucoup de condos ont besoin d'être rafraîchis. Et juste la gestion des matériaux quand vous faites du condo, on s'entend si c'est une tour à 9-10 étages, mais la gestion des matériaux et des déchets devient une problématique. Mais pas une problématique, mais un certain défi. Okay? Donc, de monter les matériaux en haut, de descendre les déchets, c'est pas tous les entrepreneurs qui veulent s'en occuper. Okay? Et là, ça devient intéressant que beaucoup de propriétaires aussi ne voudront pas se rebuter à faire des rénovations sur leur propriété. Donc, vous pourriez bien les négocier et faire les travaux pour eux. Donc, c'est un marché niche, tant qu'à moi, qui a des belles opportunités. Et oui, ça prend moins de mise de fonds, bien entendu. C'est des plus petits prix de vente. Puis, il y a beaucoup d'inventaire. Donc, c'est sûr que là, je resterai dans les secteurs primaires pour le condo parce qu'on veut qu'on ait une grosse demande pour lorsqu'on va revendre. Fait que ça serait ça mon principal critère là, si je ferais du condo. Fait que je pense que ça peut t'éclairer là-dessus, Riri, que oui, c'est un marché niche à aller exploiter tout à fait. Là. Mais aussi, on garde en tête qu'on va devoir notre compétition, souvent, ça va être les condos neufs. Mais les condos neufs, en ce moment, sont tellement chers, surtout dans la région de Montréal, que toi, si moindrement tu offres un discount ou un rabais parce qu'il est plus âgé et il n'est pas dans une tour moderne ou une nouvelle tour avec un gym, terrasse, piscine, bien,
tu vas pouvoir te différencier, te démarquer. Et surtout, les condos, dans le temps, comment ils étaient faits, ils étaient plus aérés. Hein? Là, à cette heure, tous les condos sont faits en mode micro-condo, donc toutes les pièces sont plus petites, sont rapprochées, le pied carré est optimisé au maximum. Là. Donc, l'espace de vie est peut-être moins intéressant qu'un vieux condo que vous rénovez, que vous le remettez au goût du jour. Cool. Merci Dave. Écoute, je te donne une mini pause d'une trentaine de secondes. Si tu veux regarder une autre question, je sais que ça s'est bousculé. N'hésitez pas aussi. Mon Dieu, hein, t'aimes ça? Il y a comme un petit mode stroboscope. C'est-tu le party chez vous, Dave? Là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Si jamais vous avez des questions également pour Dave, on le rappelle, spécialiste de flip, fait une construction béton actuellement. Aussi, donc, a construit. Donc, combien de transactions, Dave, encore? Combien de notaires? Juste de flip, plus d'une trentaine. Avec les acquisitions multilogements, je n'ai pas recompté. Il faut que je me remette à jour. Là, mais... c'est ça arrête de compter. Ça commence à être difficile. Donc, juste pour vous dire, c'est le dernier sprint pour les partages. Je le répète. Donc, si vous voulez avoir le merveilleux livre de Yvan, regardez ça comment il y a de l'information là-dedans. Donc, le merveilleux livre de Yvan, qui est un best-seller, il est vendu à 15 000 copies déjà. Donc, vous pouvez le trouver en librairie, évidemment, mais ici, on le fait tirer, en plus d'avoir un QR gratuit. On va faire tirer également un certificat cadeau de 50 $ et la formation des flips le 11 mars. Petite pause pendant que Dave recherche encore les questions à répondre. Ce soir, ici même, en direct de mon bureau, c'est transformé en opportunité des multilogements trop chers. Formation basée sur notre livre qu'on a écrit avec Yvan, qui est juste ici. Donc, transformant l'opportunité multilogement trop cher. Donc, c'est un cours de 3 heures qui se donne ce soir sur Zoom, donc dans le confort de votre foyer, par moi-même, que vous aimiez ici ou non. C'est moi-même qui va donner la formation le 26 janvier. On a un événement de réseautage en ligne entièrement gratuit. Il va y avoir plusieurs coachs disponibles. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée des petites salles de réseautage toujours dans Zoom. Donc, on peut aller réseauter à propos de l'optimisation de bâtiments. On a eu le mastermind, on a eu la gestion du temps, on a la motivation, on a les prêts privés. Bref, ça change à chaque réseautage, mais ça vous donne un peu l'info. Donc, entièrement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, vous inscrivez sur la page du club. Le 27 janvier, l'heure de faire des offres d'achat créatives, toujours dans le confort de votre foyer. Le 30 janvier, très excité, on part une nouvelle cohorte de coaching. Donc, le samedi 30 janvier à 9 h. Si jamais vous hésitez à faire le coaching, vous pouvez toujours vous inscrire à IMO 101, en fait, qui est la première journée de formation du coaching. Donc, IMO 101, qui est d'une durée complète, d'une journée complète, donc de 9 h à 16 h. Et si jamais vous voulez poursuivre, vous allez vous faire créditer, évidemment, IMO 101. Donc, c'est une belle façon de savoir si on veut aller poursuivre un peu plus loin, qui est un cours extrêmement intéressant, qui est le premier cours que Jacques a fait en 2003, je pense, IMO 101, et qui roule encore. Donc, évidemment, il a été donné à plusieurs centaines, voire milliers de fois. Dave, de retour à toi, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te parlait plus particulièrement? Oui, Robert, en 12.38. Comment se lancer dans les flips si je ne suis pas bon prospecteur? Robert, écoute, les partenariats, ça va t'aider là-dedans. Tu sais, dans la vie, on a toujours des forces et des faiblesses. Puis là, quand on fait des partenariats, c'est là que c'est intéressant de faire des partenariats complémentaires. Donc, si toi, tu n'es pas bon en prospection, tu peux avoir un associé qui, lui, fait que chercher des immeubles à vendre, à flipper. OK? Donc, ça peut être de cette manière-là, comme que d'autres fois, il y a des gens qui, en fait, sur le marché, il y a des gens aussi qui se spécialisent à trouver des aubaines et à les revendre à des gens. Donc, toi, tu pourrais toujours t'armer et bâtir ton réseau de gens qui cherchent pour toi et que tu leur achètes moyennant une rétribution, une commission à ces gens-là qui ont trouvé le deal pour toi. Donc, c'est sûr qu'on aura toujours des obstacles en investissement immobilier, mais il y a toujours une solution. Donc, ici, le partenariat ou d'avoir des gens qui cherchent pour toi pourrait être tout à fait ta solution, là. Donc, au même titre que des fois, les gens disent « je veux faire du flip, mais je n'ai pas d'argent » et qu'on entend souvent aussi « j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de temps ». Donc, il faut simplement matcher ces deux personnes-là ensemble et on peut faire un beau partenariat que ça qui va durer longtemps pour faire des flips et des flips et des flips. Donc,
butez-vous pas à nécessairement rester tout seul de votre côté. Vous pouvez vous associer, vous pouvez venir à nos événements de réseautage pour rencontrer d'autres investisseurs dans votre secteur. Tout ça, c'est des bonnes méthodes pour continuer à investir en immobilier sans être bloqué. Là. Donc, très bon point. Dave, je te laisse regarder d'autres questions. Je vais enfiler avec une petite question relativement simple ici, Jérémy. Donc, le temps que tu regardes d'autres informations, d'autres questions pour nos merveilleux usagers. On tourne toujours autour de 200. Merci beaucoup d'être là en passant. Donc, Jérémy qui disait, c'est quoi la plus-value de l'immeuble? Ben, tout simplement, la plus-value, c'est la valeur du bâtiment, en fait, qui grossit dans le temps. Puis en fait, je peux revenir, j'ai mis la question parce que je voulais revenir à quel point l'immobilier, c'était exceptionnel. Quand je vous ai dit que l'immobilier prenait 3% par année, en fait, c'est justement en faisant les recherches, en écrivant notre livre, qui est coécrit avec Yvan. On a fait les recherches avec JLR qui avait fait, qui évidemment sont la sommité de la compilation des données au Québec. Ils ont fait une étude sur les prix de l'immobilier, sur l'augmentation de la valeur de l'immobilier au Québec depuis 1986, donc depuis leur fondation. Et l'immobilier a pris 3% par année de plus que l'inflation. Donc, c'est bon à noter. Donc, si l'inflation était de 2%, l'immobilier a pris 5%. Donc, non seulement l'immobilier a battu l'inflation, mais de ça de 3%. Donc, ça devient un excellent placement. Et il ne faut jamais oublier également l'effet de levier en immobilier. Hein. Quand on achète, par exemple, un bâtiment d'1 million de dollars et on met une mise de fonds de 200 000, par exemple, l'immeuble a pris 3% dans une année, donc il vaut maintenant 1 30 000. Ben, ce 30 000-là, ce rendement-là de 3% sur 1 million, on le ramène sur notre mise de fonds de 200 000. Okay? Et juste là, ça nous donne un rendement de 15% sur notre argent, juste avec une plus-value de 30% dans ce scénario-là. Évidemment, plus on réduit la mise de fonds, meilleur est notre rendement. Et là, on va aller combiner également les rendements de capitalisation, qui est également de 3% par année. Le prêt baisse environ de 3% par année si on fait une règle du pouce, plus la liquidité. Comme je l'ai dit, c'est pas rare en immobilier d'aller chercher 30% de rendement. Avec tout ça, je ne comprends même pas pourquoi tout le monde ne fait pas de l'immobilier. Je fais évidemment quelques placements en bourse, mais l'immobilier reste en plus d'une façon relativement sécure. Tant qu'à moi, le meilleur investissement au monde, sans contester. Donc, si jamais vous voulez argumenter avec moi dans le fil Facebook, ça va me faire plaisir. Mais assurez-vous d'avoir des bons arguments parce que je pense que Dave et moi, on va être capable de vous contrecarrer avec l'investissement immobilier comme meilleur investissement. Donc, voilà, blague à part, je voulais juste renchérir là-dessus. Le temps que notre ami Dave retrouve une question qui lui parlait plus. Clairement. J'ai Joanie Véro en 12,43. Dans la région de Montréal, quels sont les facteurs sur lesquels nous pouvons nous baser pour le potentiel de revente de notre flip? C'est une excellente question, Joanie. Faut faire des comparables, donc des comparables vendus. Comment qu'on justifie un prix de vente? C'est vraiment en se basant sur le marché parce qu'on doit aller chercher le pouls. Puis ça, c'est pour les petits immeubles. Donc, les immeubles à revenus, c'est calculé d'une autre manière. Mais pour les petits immeubles, c'est en faisant des ventes récentes dans un secteur rapproché de l'immeuble sujet qu'on va venir identifier notre prix potentiel de revente. Puis là, on va venir ajuster l'immeuble en fonction de ses différentes caractéristiques. Donc, on s'entend, si c'est un duplex de 2, 4,5, on ne le comparera pas avec un duplex de 2, 5,5. Donc, la grandeur du bâtiment peut venir influencer. La grandeur du terrain, le nombre de chambres, généralement, peut être un facteur aussi. Donc, on vient se baser à tous ces éléments-là, puis on va venir ajuster notre prix de vente potentiel. Aussi, on va regarder le délai quand que la vente a été faite. On s'entend, si on prend une vente il y a 1 an, il faut la réajuster au marché d'aujourd'hui. Donc, on y impute un taux d'inflation pour le ramener à un taux que si elle serait vendue en date d'aujourd'hui, combien ça serait le prix de vente le plus probable. Okay? Donc, un évaluateur, quand vous faites du flip, on vous suggère toujours d'engager un évaluateur agréé, même si vous avez un bon courtier, même si vous être connaissant de votre secteur. Un évaluateur agréé va vous aider à venir confirmer la juste valeur marchande de votre immeuble. Et lui, la beauté là-dedans, c'est qu'il peut faire le avant et il peut faire le après. Donc, il peut sortir votre valeur à l'achat pour savoir si vous faites un profit à l'achat. Et il peut vous sortir, ensuite vous donner un plan des travaux que vous allez faire. Il peut vous sortir un plan, un prix de revente potentiel après que vous ayez effectué vos travaux. Donc ça vient confirmer vos hypothèses, ça vient vous donner un peu plus de rassurance sur votre projet. Okay? C'est ça la beauté des choses. Puis en plus, l'évaluateur agréé, ben, son rapport, ensuite vous l'avez, ça peut vous aider à revendre l'immeuble
ou aller chercher des partenaires potentiels pour le faire. OK? Donc, toujours faire une évaluation agréée pour venir confirmer nos valeurs. Ça nous donne un peu plus d'assurance dans notre projet. Donc, c'est une excellente méthode. Merci Dave. En plus, on a plein de bons commentaires. Merci Jean-Philippe qui disait c'est vraiment intéressant les gars. Jérémy aussi qui disait merci, ça nous fait plaisir d'être là pour vous. Avant la dernière question, en plus de Luigi qui va un peu clair. Ouais, t'as un poteau dans le visage, hein? C'est la joie du soleil des condos. Donc, avant d'aller la dernière question qu'on va prendre aujourd'hui, qui est celle de Luigi, qui est une très bonne question dans laquelle on va même pouvoir discuter, rajouter. Je vais annoncer tout de suite les gagnants. Donc, le gagnant du livre, il s'appelle Jean-François dans Facebook. Donc, Jean-François. Il n'y a pas de nom, donc le premier Jean-François qui écrit dans le chat a gagné le livre. Non, blague à part, on va le taguer. Et la formation du flip le 11 mars, c'est Jessie Demers. On a un gagnant du certificat cadeau également, Joël Renaud. Donc, merci à ma super Sandra, ma conjointe qui est derrière. Donc, c'est le tirage qui est le Duc Thibault et associé, donc tirage officiel pour les 3 gagnants. Donc, merci. Dave, Luigi, j'adore ces questions-là ouvertes en passant. Prenez note, là, si jamais vous avez d'autres QR, j'adore les questions ouvertes comme ça parce qu'ils amènent à la discussion puis il y a beaucoup d'informations qui vont en sortir. Donc, Luigi, évidemment qu'on connaît très bien tous les deux. Salut Dave. Veux-tu nous expliquer une journée dans la vie de Dave Powell? Comment tu fonctionnes du matin au soir? Comment optimises-tu ton temps en prospection, construction, etc.? Quelle belle question. Donc, Luigi, merci. Dave, je te laisse répondre. Oui, il y a plusieurs questions dans la question en soi, mais si je commence par comment j'optimise mon temps puis ma prospection, c'est que j'utilise un système de tâches asana.com qui m'aide à vraiment m'assurer que je fais mes suivis tous les jours. Donc, c'est sûr que quand je fais de la prospection, le plus important, c'est de faire vos suivis avec vos vendeurs, OK? Parce que généralement, ils ne vont pas vouloir vous vendre au premier suivi. Ça va être de 5 à 12 suivis par après qui vont être convaincus qu'ils veulent vous vendre l'immeuble. OK? Donc, moi, j'utilise beaucoup un gestionnaire de tâches. Généralement, le matin, je fais mes courriels. Ensuite, je fais 1 à 2 heures de prospection. Puis ensuite, je gère les petites urgences quotidiennes. Donc, généralement, j'ai toujours 1 à 2 tâches qui sont très prioritaires dans la journée que je tente de faire. Puis aussi, je pense qu'il y a le même système. Cet été, on échangeait beaucoup, puis on avait 1 à 2 tâches qui sont critiques, qui font avancer tout l'ensemble du projet, de nos projets. Donc, c'est un peu comme ça que j'aborde, puis ensuite, en cours de journée, je m'adapte à selon les urgences s'il y a lieu. Puis, j'essaie de prioriser le soir les tâches plus administratives parce que je suis un peu plus focus le soir que le matin. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je gère mon temps, mais je dirais, il n'y a pas une journée qui se ressemble d'une à l'autre, donc c'est toujours différent. Mais c'est à peu près ça. Toi, JP, quand tu fonctionnes ta méthode? En passant, tu as oublié de dire quelque chose, Dave. Ta gestion du temps dépend de la température extérieure et du vent à l'extérieur aussi, hein? Oui. Là, je reporte toutes les tâches s'il y a du vent, puis on peut aller faire du kite. Fait que... Voilà, du kite ou c'est ça, exactement. Donc, effectivement, c'est la joie d'avoir une certaine liberté. Donc, effectivement, on a la choix de déplacer nos tâches. Oui, ça ressemble pas mal à ça, les journées. Moi, je bonifierais sur ce que tu as dit au niveau des tâches critiques. Hein. Un livre que j'ai particulièrement aimé, ancien professeur de gestion du temps. C'est bien la gestion du temps, d'amélioration, améliorer tous nos processus et tout. Mais la gestion du temps, c'est un outil, donc il faut savoir aussi nous-mêmes être capable de prendre certaines décisions. Et un livre que j'ai adoré, The One Thing, de Gary Keller, là, en fait, qui est fondateur ou cofondateur, je ne me souviens plus, de Keller Williams, l'agence immobilière, qui dit, quand on commence la journée, qui dit, c'est quoi la chose que je peux faire qui va rendre toutes les autres choses plus faciles ou non nécessaires. Donc, c'est important de le dire. Donc, c'est quoi la chose que je pourrais faire qui permettrait de rendre toutes les autres choses faciles ou non nécessaires? Donc, simplement en se posant la question, là, si j'étais malade au lit, je pouvais faire qu'une seule tâche aujourd'hui, quelle serait-elle? C'est votre tâche prioritaire. Donc, exécutez-la, s'il vous plaît. C'est la tâche la plus importante. Donc, effectivement, on commence comme ça. Et tous les deux, effectivement, Dave, en fonction de la température, on va juger nos tâches les plus importantes. 12h56, Dave, as-tu un mot de la fin pour les choses? Et je vois que Sandra a rajouté Asana dans Asana, que Sandra aime beaucoup.
dans le système de gestion de tâches pour ceux qui veulent regarder. Dave, un petit mot de la fin, 56 pour le dessert pour les gens. Ben, de règle générale, ce que je recommanderais aux gens qui veulent faire du flip, c'est, comme je disais tantôt, il ne faut pas se buter à chaque obstacle qu'on va avoir. Hein. Parce que, bien entendu, quand on commence en investissement immobilier, on voit ça comme une montagne à grimper. Mais c'est pour ça qu'on est là pour vous appuyer, les coachs, le club immobilier, les formations. Pour ma part aussi, j'ai passé par la formation au début. Donc, c'était très important de ne pas me lancer sans être compétent. Au début, j'étais inconsciemment incompétent et plus le temps avançait, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis raffiné, j'ai appris à raffiner mon modèle et je suis devenu par la suite compétent. Donc, ça prend un certain temps. C'est sûr, ce qui différencierait un investisseur d'un autre, je dirais, c'est toujours ce que je remarque, là, à mon avis, puis JP, tu pourras seconder si tu veux, mais c'est le focus. Le focus et la persévérance au départ va généralement faire la différence entre un investisseur qui va aller loin d'un investisseur qui va se décourager. Donc, j'ai vu beaucoup ce trait de qualité-là parmi des investisseurs à succès qu'on a au club. Le focus est très, très, très important. Et de croire en soi, c'est important aussi, croire en vos projets. Ça se peut que des fois, il y a personne qui croit en votre projet, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas eu la même vision que vous. Donc, découragez-vous pas à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a toujours chaque projet, une personne faite pour ça. Donc, je ne sais pas si tu veux quelque chose à bénéficier de JP, mais ça serait ça mon conseil par rapport à ça. Là. Le focus est très, très, très important. Clairement. Parce que je pense que l'immobilier, c'est une des choses qui est accessible à tous. Ça ne demande pas. Ça ne demande pas un bac en ingénierie ou ça ne demande pas peu importe quel doctorat. Je pense que c'est accessible à tous. Donc, effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Dave. C'est vraiment une question de focus et de désir. Faut que vous ayez les bonnes motivations derrière. Et oui, exactement. C'est quelqu'un qui va foncer, qui va réussir. On a eu des exemples. Là, j'ai oublié son nom, là, mais mon Dieu, il visitait des immeubles en autobus parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter une voiture. Puis là, il y a un parc immobilier de comme 400 portes. Je me souviens plus comment ça. J'ai oublié son nom. Là. Si Yvan était là, il me le rappellerait parce que je ne le connais pas particulièrement. Pas particulièrement, mais personnellement plutôt. Mais c'est le genre de choses. Donc, il y a plein de contraintes. Donc, arrêtez de vous donner des excuses parce que c'est sûr que quelqu'un qui a réussi avec les excuses que vous avez. Donc, c'est disponible à tous. C'est une question de focus. Il y a 1 million, il y a 1 million d'excuses, mais tu as juste besoin d'un oui pour faire le projet. Absolument. Absolument. Dave, quel plaisir, parce qu'évidemment, Dave, coach et formateur au club, est également un ami. Dave, au plaisir de se revoir en fin de confinement. J'ai hâte de te revoir. Écoute, merci à tous. Ça a été super apprécié. On a tourné autour de 200 personnes tout au long de le live. Donc, un gros merci, Dave, d'avoir été avec nous. Moi, je repasserai. All right. Et au niveau du club, je répète les dernières formations. Donc, ce soir même, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. On a la formation transformée en opportunité des multilogements trop chers, basée sur le livre. On a eu un beau commentaire de Judith, d'ailleurs, qui a dit qu'elle adorait la formation. Donc, grosse semaine au club. Demain, on a le réseautage entièrement gratuit encore. Allez juste vous inscrire sur le club. Information extraordinaire. Vous pouvez changer de salle, aller chercher de l'information, aller butiner de salle en salle et aller chercher l'information que vous désirez. Le 27 janvier, l'heure de faire des offres d'achat créatives, toujours en soirée. Et le 30 janvier, début d'une nouvelle cohorte de coaching. Donc, si jamais vous voulez passer à l'action, c'est évidemment la meilleure formation. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain que vous voulez aller jusque-là. IMO 101, donc faites la première journée de la formation du coaching. Et ensuite, si jamais vous voulez embarquer dans le coaching, il va être crédité. Donc, c'est le meilleur moyen de se tremper l'orteil à savoir si vous voulez continuer avec le coaching. Donc, sur ce, 13h pile. Donc, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et on se revoit lundi prochain. Au revoir.